Il y a 2 ans, j'ai découvert que ma femme, Rhonda, avait une liaison. Cette révélation a mené à une dispute houleuse qui s'est terminée par moi faisant mes valises et partant. Bien sûr, la décision de partir n'était pas seulement due à la dispute. C'était parce que je ne pouvais pas rester avec une femme qui avait trahi notre mariage. À partir du moment où elle a laissé un autre homme entrer dans sa vie, notre relation était terminée. Je me suis enregistré dans un modeste motel près de mon bureau. Ce n'était rien de chic, plutôt bas de gamme, mais ça suffirait jusqu'à ce que je trouve une solution plus permanente. Après avoir déposé les 2 valises que j'avais faites à la hâte, je me suis dirigé vers un bar voisin, déterminé à noyer mon chagrin sans risquer une conduite en état d'ivresse. Le bar était calme, presque vide, ce qui convenait à mon humeur. Quelques couples étaient assis à des tables et un homme plus âgé sirotait une bière au comptoir. J'ai trouvé une banquette dans le coin le plus éloigné de tout le monde, la conversation était la dernière chose que je voulais. Une serveuse à l'air blasé est venue et j'ai commandé un verre de Jack et une bière. Au moment où j'ai terminé ma 2e tournée, mes idées s'étaient suffisamment éclaircies pour que je puisse penser rationnellement. J'ai réalisé que j'avais 2 options, m'apitoyer sur mon sort ou affronter cette situation de front. En tant que constructeur de maisons haut de gamme sur spéculation pendant l'apogée du boom immobilier, je n'étais pas étranger à la résolution de problèmes. Chaque fois que des problèmes de construction survenaient, les résoudre immédiatement permettait toujours d'économiser du temps et de l'argent. Ce moment n'était pas différent, je devais prendre le contrôle. Résolu, je suis retourné au motel pour une nuit de sommeil agité. Le lendemain matin, je suis allé à la banque et j'ai transféré tout l'argent de nos comptes joints vers un compte à mon seul nom. Je voulais me protéger financièrement. Ensuite, j'ai annulé toutes les cartes de crédit conjointes, ne gardant que celles à mon nom et celles pour mon entreprise. Mon dernier arrêt fut le bureau de mon avocat pour entamer la procédure de divorce. Case, mon avocat et ami personnel, était spécialisé en droit immobilier, mais sa femme et associée, Shelly, s'occupait du droit de la famille. Après m'avoir présenté leurs condoléances, ils m'ont expliqué les détails. Vivre dans un état de communauté de biens signifiait que Rhonda aurait droit à la moitié de tout et que je serais également responsable de la pension alimentaire pour enfants. Je les ai assurés que je comprenais les implications et je leur ai demandé de procéder. Pour le bien de notre fille Cathy, j'ai décidé de demander le divorce pour différends irréconciliables plutôt que pour adultère. Financièrement, j'étais suffisamment à l'aise pour donner à Rhonda sa part, je voulais simplement me débarrasser d'une femme infidèle. Cette nuit-là, j'ai mieux dormi, sachant que je prenais enfin les choses en main. Le vendredi soir, seulement 2 jours après avoir quitté la maison, j'ai reçu un appel de Cathy, ma fille de 13 ans. Elle avait l'air effrayée et bouleversée, me disant que sa mère n'était pas rentrée depuis qu'elle était revenue de l'école et qu'elle était seule et affamée. En colère et inquiet, j'ai sauté dans mon camion et je me suis précipité à la maison. Après avoir consolé Cathy, je me suis dirigé vers la cuisine pour lui préparer quelque chose à manger. C'est là que j'ai remarqué une enveloppe à mon nom, tenue sous un aimant sur le réfrigérateur. L'écriture était celle de Rhonda. Aussi curieux que j'étais, je l'ai mise de côté pour plus tard et me suis concentré sur Cathy. Ce n'est qu'après avoir mangé, regardé la télévision et que je l'ai bordée que j'ai repris l'enveloppe. Je me suis servi un verre de bourbon, me suis assis dans le salon et ai ouvert la lettre. À l'intérieur se trouvait une note de Rhonda. Elle était brève et froide. Elle écrivait que j'étais fou si je pensais qu'elle allait élever un autre enfant et qu'elle partait. Elle me disait de ne pas la chercher. J'étais stupéfait en lisant ces mots. J'ai réalisé que je n'avais jamais vraiment connu la femme que j'avais épousée. Comment une mère pouvait-elle abandonner son propre enfant? Je suis allé dans notre chambre, celle que nous partagions, et j'ai vu que la plupart de ses vêtements et effets personnels avaient disparu. Le lendemain matin, j'ai appelé Case et Shelly pour les informer de ce bouleversement choquant. Shelly m'a conseillé d'attendre le lundi, date à laquelle elle m'accompagnerait sur le lieu de travail de Rhonda pour lui remettre les papiers de divorce. Entre-temps, elle m'a assuré qu'ils ajusteraient la stratégie juridique pour refléter la nouvelle situation. Le plus difficile a été de parler à Cathy. Elle savait déjà que quelque chose n'allait pas, puisque je n'étais pas rentré à la maison les 2 dernières nuits. J'ai décidé que l'honnêteté était la meilleure approche. Cathy m'a demandé quand sa mère reviendrait, mais je n'ai pas pu lui donner de réponse, je ne le savais pas moi-même. Nous avons réussi à passer le week-end et le lundi matin, je lui ai préparé le petit déjeuner et l'ai déposé à l'école avant de me rendre au lieu de travail de ma femme. Shelly m'y a rejoint et ensemble nous sommes entrés pour nous renseigner sur l'endroit où se trouvait Rhonda. À la mention de son nom, nous avons été dirigés vers le bureau des ressources humaines,
où nous avons appris qu'elle et son patron avaient tous deux remis leur démission le vendredi précédent. D'une certaine manière, je n'étais pas entièrement surpris. Son patron était l'homme avec qui elle avait eu une liaison. S'il était assez stupide pour avoir une relation avec une employée sous sa supervision, il était au moins assez intelligent pour réaliser que si je soulevais la question, il perdrait son emploi pour avoir enfreint les politiques de l'entreprise interdisant la fraternisation entre managers et subordonnés. Une fois dehors, sur le parking, Shelly m'a conseillé de déposer un rapport de personnes disparues auprès de la police, car Rhonda était partie depuis plus de 48 heures. La police serait obligée d'enregistrer la déclaration et pourrait peut-être la localiser. Elle m'a suivi au commissariat où un détective a recueilli ma déposition concernant la disparition de Rhonda. J'ai été franc avec lui, expliquant que ma principale raison de la retrouver était de lui remettre les papiers de divorce. Je lui ai montré la note qu'elle avait laissée et lui ai dit ce que nous avions découvert concernant sa démission et celle de son amant. Le détective m'a demandé si j'avais un alibi pour le vendredi où elle avait été vue pour la dernière fois. Je lui ai assuré que j'avais passé toute la journée sur l'un de mes chantiers avec plusieurs entrepreneurs qui pouvaient confirmer ma présence. Finalement, l'officier a expliqué que s'il s'avérait que Rhonda était partie volontairement et qu'aucun acte criminel n'était impliqué, il ne pourrait pas faire grand-chose. Après avoir quitté le commissariat, j'ai invité Shelly à déjeuner. Nous avons appelé Case et nous nous sommes retrouvés tous les trois à un Olive Garden, demandant une table privée pour pouvoir parler. Shelly, qu'est-ce que cela signifie pour le divorce si nous ne pouvons pas la trouver pour lui remettre les papiers, ai-je demandé. Dans cet état, cela signifie que vous devrez attendre 1 an avant de déposer une demande pour motif d'abandon, expliqua Shelly. Je suis désolé, Steve, mais c'est ce que la loi exige. La raison pour laquelle je voulais que vous signaliez sa disparition était de créer un enregistrement officiel de son départ. À part ça, si la police ne la localise pas, votre seule autre option est d'engager un détective privé pour tenter de la retrouver. J'ai soupiré. Eh bien, je suppose que j'attendrai des nouvelles de la police. Honnêtement, je ne suis même pas sûr de vouloir savoir où elle est allée. Je ne suis pas pressé de me remarier, si tant est que je le fasse un jour. Attendre 1 an ne me semble pas si grave tant que je n'ai pas à la côtoyer. L'expression de Shelly s'est adoucie de sympathie. Elle a tendu la main sur la table et m'a tapoté la main. Steve, je sais à quel point c'est difficile pour toi et je sais que tu souffres en ce moment, mais en tant qu'ami, promets-moi s'il te plaît que tu ne te couperas pas de la vie. Pour l'instant, ma priorité est Cathy, ai-je répondu. Je suis sûr qu'elle est encore plus blessée et confuse que moi. Je dois être là pour elle. Case et Shelly ont tous deux hoché la tête en signe de compréhension. Après le déjeuner, je me suis arrêté sur l'un de mes chantiers pour vérifier l'avancement des travaux avant de me rendre à l'école de Cathy pour la récupérer. Dès qu'elle est sortie du bâtiment, je l'ai vue chercher du regard, presque frénétiquement. Au moment où elle a aperçu mon camion, elle a couru vers moi aussi vite qu'elle le pouvait. Je suis sorti juste à temps pour qu'elle se jette dans mes bras, tremblante. J'avais peur que tu ne sois pas là, a-t-elle reniflé, le visage enfoui dans mon cou. Oh ma puce, je te promets que je ne vais nulle part, ai-je dit en la serrant fort. Tu le promets vraiment, a-t-elle demandé, ses grands yeux bleus brillants de larmes. Oui, chérie, je le promets vraiment, les yeux assurés en l'embrassant sur le front avant de la porter jusqu'au camion et de l'attacher sur le siège passager. Sur le chemin du retour, j'ai doucement encouragé Cathy à parler de sa journée d'école, et elle a finalement commencé à se confier. Une fois à la maison, elle ne me quittait pas des yeux. Je n'arrêtais pas de la rassurer, lui disant que je n'allais pas l'abandonner comme sa mère l'avait fait. Malgré mes efforts, les nuits sont devenues un défi. Cathy a commencé à faire des cauchemars. Je l'entendais sangloter dans son sommeil et je me précipitais dans sa chambre. Quand je la réveillais, elle se jetait dans mes bras, s'accrochant à moi comme si sa vie en dépendait. Quand je lui demandais de quoi parlaient les cauchemars, elle commençait à me le dire, puis s'arrêtait, comme si les mots étaient trop douloureux à prononcer. J'ai réalisé que sa peur de l'abandon était plus profonde que je ne l'avais imaginé. Tout ce que je pouvais faire était de la serrer fort et de continuer à lui rappeler que je n'allais nulle part, quoi qu'il arrive. Cathy m'a dit que dans ses cauchemars, elle était perdue et ne trouvait ni sa mère ni moi. Entendre cela m'a brisé le cœur, mais je savais que je devais être fort pour elle pendant cette période difficile. L'un de mes plus grands atouts à cette époque était ma responsable de bureau, Renée. J'avais embauché Renée pour gérer les aspects plus routiniers de mon travail, déposer les permis, organiser les inspections et gérer la paperasse, afin que je puisse me concentrer sur les tâches plus exigeantes. Au fil du temps, elle est devenue indispensable.
René a assumé des responsabilités supplémentaires, comme le respect des délais par les sous-traitants, la commande et le suivi des matériaux, et l'assurance que tout se déroulait sans accroc. Je lui faisais entièrement confiance, au point de la laisser préparer les chèques pour les sous-traitants et les fournisseurs. Tout ce que j'avais à faire était de passer le vendredi pour les signer, et elle s'occupait du reste. Je me souviens encore du jour où René est entré dans mon bureau pour un entretien. À l'époque, je commençais à me décourager car je n'avais trouvé personne de qualifié pour le poste. Puis René est arrivé. Même si j'étais marié, je savais encore reconnaître une belle femme quand j'en voyais une. Elle mesurait environ 1,63 m avec de grands yeux bruns chaleureux et un joli nez en bouton. Elle semblait avoir la trentaine et était manifestement en forme. Elle portait un tailleur bleu de femme d'affaires, pas révélateur, mais il ne cachait guère sa silhouette svelte. Son entretien s'est déroulé exceptionnellement bien. J'ai été impressionné par ses qualifications et son expérience, car elle avait auparavant travaillé pour son père, propriétaire d'une entreprise de construction. Elle connaissait bien le secteur. Quand je lui ai demandé pourquoi elle ne travaillait plus pour lui, elle a expliqué que son mari avait été muté dans cette région, ils avaient donc dû déménager. J'ai aussi appris qu'elle avait une fille du même âge que Cathy et qu'elle voulait retourner sur le marché du travail maintenant que sa fille était à l'école. Nous avons rapidement trouvé un accord sur les salaires, et j'avais ma nouvelle responsable de bureau. Soyons clairs, rien de romantique n'est jamais arrivé entre René et moi, pas même du flirt. Je prenais mes vœux de mariage au sérieux, même si ma femme ne l'avait manifestement pas fait. De plus, René était marié, et j'ai une règle stricte, je ne m'implique jamais avec la femme d'un autre homme. Il était également évident que René aimait profondément son mari et n'était pas le genre de femme à s'égarer. Quand j'ai parlé à René de ma situation matrimoniale et des cauchemars de Cathy, elle a immédiatement suggéré que je mette Cathy en thérapie. Il ne m'a pas fallu longtemps pour réaliser qu'elle avait raison. Ensemble, nous avons trouvé une thérapeute, le Dr Walters, qui était prête à travailler avec nous. J'ai choisi une thérapeute femme parce que je pensais que Cathy, qui avait toujours été timide avec les hommes inconnus, se sentirait plus à l'aise. J'ai rencontré le Dr Walters pour lui expliquer tout ce qui s'était passé et pourquoi je pensais que la thérapie était nécessaire. Elle a recommandé des séances 2 fois par semaine, certaines avec Cathy seule et d'autres avec nous deux ensemble. Pendant ce temps, peu après avoir déposé le rapport de personnes disparues, la police a envoyé une détective femme pour parler à Cathy. Ma fille lui a dit que la dernière fois qu'elle avait vu sa mère, c'était le vendredi matin avant l'école. Elle a remarqué que sa maman semblait distraite, mais rien d'alarmant à l'époque. Environ une semaine plus tard, j'ai été rappelé au commissariat pour rencontrer le détective à qui j'avais parlé initialement. Il m'a informé que leur enquête avait localisé ma femme et son amant en utilisant les relevés de carte de crédit de ce dernier. Ils avaient séjourné dans 2 motels avant de quitter l'État. Des photos de surveillance ont confirmé qu'ils étaient ensemble et qu'ils étaient partis volontairement, sans aucune preuve d'acte criminel. La police classait l'affaire. Les 2 mois suivants ont apporté des progrès graduels. Les séances de thérapie de Cathy ont commencé à l'aider. Elle a commencé à comprendre que le départ de sa mère n'était pas sa faute et, plus important encore, que je serais toujours là pour elle. Ses cauchemars sont devenus moins fréquents et elle n'avait plus besoin de me garder en vue tout le temps. Pendant cette période, René et son mari James ont commencé à nous inviter, Cathy et moi, à des barbecues. Au début, j'étais hésitant à accepter. Je m'inquiétais de ce que James pourrait ressentir à mon égard, moi qui passais du temps avec sa famille. Cependant, René m'a assuré que ce serait bon pour Cathy de passer du temps avec sa fille et de profiter d'activités normales. J'avais rencontré James plusieurs fois auparavant et il semblait être un homme décent, mais je ne pouvais m'empêcher de me sentir un peu appréhensif. Je m'étais initialement inquiété que René invite un homme, même si c'était son patron, chez eux, mais mes préoccupations se sont rapidement avérées sans fondement. James, son mari, et moi avons presque immédiatement sympathisé et sommes rapidement devenus amis. Pendant ce temps, ma Cathy et leur fille Gina ont noué une amitié rapide, devenant presque inséparables. René, étant une mère aimante et attentive, a pris soin de passer du temps avec les 2 filles, donnant à Cathy les conseils maternels dont elle avait tant besoin, quelque chose qui lui manquait cruellement depuis le départ de sa propre mère. Cela faisait 10 semaines que ma femme avait disparu sans un mot, et j'ai décidé qu'il était temps de débarrasser ma chambre des dernières traces de sa présence. Bien qu'elle ait emporté beaucoup de ses affaires, elle avait quand même laissé des choses derrière elle. J'ai pris quelques grands sacs poubelles et j'ai commencé à fouiller ses tiroirs, vidant ses vêtements restants et ses objets personnels. Dans le dernier tiroir, niché au fond,
j'ai trouvé une petite boîte. Curieux, je l'ai ouverte et ce que j'ai vu m'a fait halter. À l'intérieur se trouvait un sachet contenant environ un quart d'once de marijuana et une fiole de poudre blanche. Bien que je n'ai pas été naïf en matière de drogue, ayant fait quelques expériences dans ma jeunesse avant d'épouser la mère de Cathy, j'avais laissé cette vie derrière moi après l'université. J'ai ouvert la fiole, l'ai reniflée avec prudence et j'ai touché une petite quantité de poudre avec ma langue, de la cocaïne. La découverte seule aurait été suffisamment choquante, mais il y avait plus à l'intérieur de la boîte. J'ai aussi trouvé un CD. Intrigué et un peu appréhensif, j'ai allumé mon ordinateur pour voir ce qu'il contenait. Le disque contenait une vidéo. Dès qu'elle a commencé à jouer, j'ai immédiatement reconnu le décor, c'était le sous-sol de la maison. J'avais aménagé le même sous-sol où j'avais installé des équipements d'exercice et une salle de jeu avec une table de billard, des canapés moelleux et une grande télévision. La vidéo montrait 4 couples dans le sous-sol, la plupart tenant des verres, 2 des personnes étaient sans équivoque ma femme et son patron. J'ai avancé la vidéo et la scène suivante montrait des gens se faisant passer des joints et sniffer des lignes de cocaïne sur la table basse en verre. Mon estomac se serra, mais j'ai continué à regarder. Quand j'ai de nouveau avancé la vidéo, la scène a viré à quelque chose de bien pire. Ma femme se livrait à des actes sexuels avec plusieurs hommes, l'un allongé sous elle, un autre derrière elle et un troisième debout près de son visage. Je me suis figé, sentant une profonde nausée monter en moi. J'ai toujours eu une forte libido et regardé occasionnellement du contenu pour adultes quand ma femme n'était pas réceptive, mais c'était différent, ce n'était pas quelque chose que je pouvais compartimenter ou ignorer. Tout ce que je ressentais était un bouleversement nauséabond dans mon estomac. J'ai à peine eu le temps d'atteindre la salle de bain avant de vomir violemment. Après avoir vidé mon estomac et être resté hébété un moment, je me suis enfin ressaisi suffisamment pour nettoyer. En revenant vers l'ordinateur, j'ai remarqué que la vidéo tournait encore. Sans regarder l'écran, je l'ai rapidement éteinte. Une fois le désordre nettoyé, j'ai appelé Shelly. « Salut Shelly, c'est Steve. Tu as le temps de parler ?» « Steve, bien sûr. Case et moi avons toujours du temps pour toi. »« Qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-elle. « Eh bien, j'ai décidé de ranger quelques affaires de Rhonda et j'ai trouvé une boîte dans un de ses tiroirs. Il y avait de la drogue et un CD dedans. Je me demandais si je devais appeler la police pour signaler la drogue. » Shelly hésita. « Honnêtement, Steve, je ne te le recommanderais pas. La drogue est chez toi, et si ça en venait là, ce serait ta parole contre la sienne quant à qui elle appartient. Je pense que tu ferais mieux de t'en débarrasser. » Waouh, je n'y avais pas vraiment pensé, j'ai admis. « Et le CD ? » Je l'ai mis dans mon ordinateur et c'est une vidéo d'elle et de ses amis en train de prendre de la drogue et de faire une orgie dans mon sous-sol. Je n'arrive pas à croire qu'elle ait fait une orgie chez moi. « Oh Steve, je suis tellement désolé, » dit Shelly, sa voix lourde de sympa. « Je sais que c'est quelque chose que tu n'aurais jamais voulu voir, mais comme ça a été filmé chez toi, ça pourrait être une preuve admissible au tribunal, surtout si la garde des enfants devient un problème. Je te suggérerais de le garder en lieu sûr au cas où ce serait nécessaire. » C'est exactement ce que j'espérais que tu dirais, j'ai répondu. Je ferai tout ce qu'il faut pour qu'elle reste loin de Cathy. Peu de temps après, lors de notre 4e visite chez René et James pour un barbecue, James et moi avons trouvé un moment tranquille pour parler. Les filles étaient à l'intérieur pour aider à préparer le déjeuner, et nous étions dehors près du grill. « Alors, comment tu vas ?» demanda James, sincèrement préoccupé. « Aussi bien que possible après avoir découvert que sa femme se drogue et participe à des orgies, répondis-je, mon ton amer. « Quoi ?» s'exclama James, stupéfait. Je lui ai tout raconté sur la drogue et le CD que j'avais trouvé. Je suppose que je ne l'ai jamais vraiment connue, j'ai admis. La femme que je pensais avoir épousée n'aurait jamais fait quelque chose comme ça. Tu ne sais pas la chance que tu as d'avoir une femme comme Renée. En fait, si, répondit James avec un doux sourire. Il n'y a pas un jour où je ne remercie pas ma bonne étoile que Renée m'ait choisie pour l'aimer. C'est une femme magnifique et je sais que des hommes la draguent tout le temps, mais je lui ai toujours fait confiance pour faire ce qu'il faut. Maintenant, si seulement je pouvais faire en sorte que son patron arrête de la draguer, ajouta-t-il, son ton devenant soudain sérieux. Je venais de boire une gorgée et n'ai pu m'empêcher de m'étouffer en entendant sa déclaration, recrachant ma boisson sur le devant de ma chemise. Ma tête s'est tournée vers lui. Jésus, James. Tu ne penses pas que je ferai jamais de avance à Renée, n'est-ce pas, m'exclamai-je, horrifié.
C'est alors que j'ai remarqué l'éclat dans ses yeux et qu'il a éclaté de rire. « Détends-toi, mon pote, dit-il entre deux rires. René me raconte tout de sa relation professionnelle avec toi. C'est l'une des raisons pour lesquelles elle aime tant son travail. Tu la traites avec un respect total et elle sait que tu ne ferais jamais rien pour abuser de cette confiance. » Je n'ai pu m'empêcher de lui rendre son sourire. Oui, eh bien, c'est une règle que j'ai toujours suivie. Non seulement je ne ferai jamais de avance à une femme mariée, mais je ne draguerai pas non plus quelqu'un qui est déjà en couple. Si tu peux enlever une femme à quelqu'un avec qui elle est, comment pourrais-tu lui faire confiance pour ne pas faire la même chose avec le prochain gars? C'est encore plus vrai maintenant après ce qui m'est arrivé. James hocha la tête pensivement. C'est une bonne façon de voir les choses, dit-il. Une conséquence inattendue de la découverte du disque laissé par ma femme fut que, lors d'une séance de thérapie de suivi avec le docteur Walters, elle remarqua que quelque chose n'allait pas. Elle demanda à me rencontrer seule le lendemain, sans Cathy. Le docteur Walters était une thérapeute compétente et il ne lui fallut pas longtemps pour faire ressortir ce qui s'était passé. Avant que je ne m'en rende compte, j'avais des séances individuelles avec elle. Il m'a fallu quelques mois pour reconnaître et affronter les sentiments que j'avais réprimés, et encore quelques mois pour les accepter. En fin de compte, le docteur Walters nous a vraiment aidés, Cathy et moi, à surmonter l'épreuve et à commencer à guérir. 1 an plus tard, Shelley a déposé ma demande de divorce. Nous n'avons pas eu besoin de présenter le CD comme preuve. L'abandon complet de sa famille par Rhonda et son absence de tout contact avec Cathy ou moi ont suffi à justifier le divorce et à me donner la garde exclusive de notre fille. Néanmoins, j'ai gardé le CD caché comme une assurance, au cas où Rhonda reviendrait et tenterait de se battre pour la garde. Alors que la vie semblait se stabiliser pour tout le monde, la tragédie frappa de nouveau. James, un cycliste passionné qui participait à des courses amateurs, fut impliqué dans un carambolage pendant une course. Il subit une profonde contusion à la cuisse qui, personne ne le réalisa à l'époque, avait provoqué un caillot sanguin. Le caillot finit par se déplacer vers son cerveau, causant un accident vasculaire cérébral massif. Le jour où cela s'est produit, René et moi étions au travail. J'étais dans mon bureau, examinant des plans pour une nouvelle maison, quand j'ai entendu René répondre au téléphone. Soudain, je l'ai entendu crier. Je me suis précipité à ses côtés. Elle me regarda avec des yeux écarquillés et paniqués. « C'est James » s'exclama-t-elle. « Ils l'ont emmené à l'hôpital. » Elle attrapa son sac à main et commença à courir vers la porte. Je la poursuivis. « Viens, monte dans mon camion, je conduis, dis-je quand je l'eus rattrapée. Un instant, elle me fixa d'un regard vide, puis hocha elle. À tête et me laissa la guider vers le siège passager. Elle monta en silence et je me dépêchai de contourner le véhicule pour le côté conducteur. À part me dire à quel hôpital aller, elle ne dit pas un seul mot pendant le trajet. Chaque fois que je la regardais, je la voyais trembler d'inquiétude. Quand nous sommes arrivés à l'hôpital, je me suis garé devant l'entrée des urgences. René a sauté du camion et s'est précipité à l'intérieur. J'ai rapidement trouvé une place de parking et j'ai couru après elle. Au moment où je l'ai rejointe, elle avait déjà parlé à quelqu'un à l'accueil et était visiblement bouleversée. « Ils sont en train de s'occuper de lui, mais ils ne savent encore rien, dit-elle, la voix brisée. Je passai mon bras autour d'elle et la guidai doucement vers la salle d'attente où nous nous assîmes ensemble. Après environ une demi-heure, je réalisai qu'il était bientôt l'heure d'aller chercher nos filles à l'école. Ne voulant pas laisser René seul, j'appelai Shelley et lui expliquai brièvement la situation. Je lui demandai si elle pouvait aller chercher les filles et les amener à l'hôpital. Shelley accepta immédiatement. J'ai ensuite appelé l'école et leur ai fait savoir que Shelley viendrait chercher les filles et de les préparer. Prêt pour elles. Shelley m'a appelé peu avant leur arrivée et je me suis tourné vers René. « Les filles sont là », lui ai-je dit doucement. Elle a hoché la tête, les yeux embués d'inquiétude, et je suis sorti à la rencontre de Shelley et des filles. Quand je les ai vues, j'ai expliqué la situation aussi simplement que possible et j'ai fait entrer les filles pour qu'elles soient avec leur mère. J'ai demandé à Shelley d'emmener Cathy avec elle et de tenir compagnie à René pendant que je parlais avec Gina. Je l'ai emmenée dans un endroit calme et, aussi doucement que possible, je lui ai dit que son père avait été transporté à l'hôpital et se trouvait actuellement aux urgences avec les médecins. J'ai expliqué que la situation semblait grave, mais que nous devrions attendre les nouvelles des médecins pour savoir à quel point c'était sérieux. Gina a fait de son mieux pour rester courageuse et m'a suivi jusqu'à la salle d'attente. J'ai remercié Shelley pour son aide et, avant qu'elle ne parte,
je lui ai promis de l'appeler si nous avions besoin de quoi que ce soit d'autre. La demi-heure suivante s'est écoulée en silence, moi serrant Cathy contre moi tandis que René serrait Gina dans ses bras. Finalement, une infirmière est sortie et nous a demandé de la suivre. Elle nous a conduits à une pièce privée où un médecin nous a bientôt rejoints. Les nouvelles n'étaient pas bonnes. James était toujours en vie, mais seulement parce qu'il était sous assistance respiratoire à ce moment-là. René s'est effondré en larmes et je l'ai tenue pendant qu'elle sanglotait de manière incontrôlable. Nous avons attendu que James soit transféré aux soins intensifs, puis René et Gina ont été autorisés à entrer le voir. Après un certain temps, René est revenu et a demandé « Steve, pourrais-tu t'occuper de Gina pour moi ? Je vais rester ici. » Gina a commencé à protester, mais je me suis agenouillé devant elle. « Ma chérie, ta maman a besoin que tu sois forte pour elle en ce moment. Viens à la maison avec Cathy et moi ce soir, et je te ramènerai demain matin. S'il se passe quoi que ce soit, ta maman nous appellera, d'accord ?» Les larmes coulant sur son visage, Gina a hoché la tête et a serré sa mère très fort dans ses bras avant de prendre la main de Cathy. J'ai aussi serré René dans mes bras et je l'ai rassuré, « Appelle-moi s'il y a le moindre changement. Je te verrai dès la première heure demain matin. » Cette soirée-là fut difficile. Les deux filles ont à peine mangé et n'ont presque pas dit un mot. J'ai réussi à les mettre au lit, mais le sommeil ne m'est pas venu facilement cette nuit-là. Le lendemain matin, j'ai réveillé les filles et j'ai dû pratiquement les forcer à manger quelque chose pour le petit déjeuner. Quand j'ai dit à Cathy que j'allais la déposer à l'école, elle a failli éclater en protestation. Je l'ai prise à part, loin de Gina. « Ma chérie, s'il te plaît, écoute-moi, » lui ai-je dit doucement. Gina a besoin d'être avec sa maman en ce moment. Il viendra un temps où elle aura besoin de toi, et quand cela arrivera, je sais que tu seras là pour elle, d'accord ? Cathy a pris une profonde inspiration, clairement mécontente mais compréhensive. « D'accord, papa, dit-elle à contre-cœur. C'est ma fille, ai-je dit en lui donnant une accolade. Après avoir déposé Cathy à l'école, j'ai emmené Gina chez elle pour qu'elle puisse prendre des vêtements propres et tout ce qu'elle pensait que sa mère pourrait avoir besoin. Quand nous sommes arrivés dans la chambre d'hôpital de James, nous avons trouvé René endormi sur une chaise à côté de son lit. J'ai silencieusement posé le sac de nuit et j'ai ramené Gina à la salle d'attente pour que sa mère puisse se reposer. Environ 1h30 plus tard, René, l'air hagard et épuisé, est sorti pour nous trouver. Gina et moi l'avons toutes les deux serrée dans nos bras, et je l'ai conduite à la cafétéria pour qu'elle prenne un petit déjeuner. Il a fallu la persuader doucement, mais j'ai finalement réussi à lui faire manger un peu. Son manque d'appétit était entièrement compréhensible. Après le petit déjeuner, je suis allé au poste des infirmières et j'ai demandé s'il y avait un endroit où René pourrait prendre une douche et se changer. L'infirmière, compatissante à la situation, lui a proposé d'utiliser les vestiaires du personnel. Quand René est revenu, elle avait l'air un peu mieux, bien que le poids de la situation soit toujours évident dans son expression. Le reste de la journée s'est passé avec René et Gina se relayant auprès de James, tandis que je restais dans la salle d'attente. Vers midi, les médecins ont effectué une autre série de tests, mais le pronostic était sombre. Quand ce fut l'heure de la sortie des classes, j'ai récupéré Cathy et les ramené à l'hôpital. Nous sommes restés jusqu'à tard dans la soirée avant que je ne ramène les filles à la maison. À 5h30 le lendemain matin, mon téléphone a sonné. Avant même de répondre, je savais de quoi il s'agissait. À l'autre bout du fil, j'ai entendu la voix en larmes de René me disant que James était décédé. J'ai exprimé ma tristesse et lui ai dit que nous serions là dès que possible. Je me suis habillé rapidement et je suis allé dans la chambre de Cathy. Les filles s'étaient endormies dans son lit. J'ai doucement réveillé Cathy et j'ai mis un doigt sur mes lèvres pour l'empêcher de parler. Je lui ai fait signe de me suivre dans le couloir. « Ma chérie, James est décédé », lui ai-je dit doucement. Les yeux de Cathy se sont remplis de larmes et elle a commencé à pleurer. Je l'ai serrée dans mes bras. « Ma puce, Gina va avoir besoin de ton soutien maintenant. Il faut que tu t'habilles vite et que tu l'aides à te préparer. Nous devons aller à l'hôpital pour être avec René. » Cathy a essuyé ses larmes et a hoché la tête. « D'accord, papa, je vais l'aider », a-t-elle dit avec détermination. À cet instant, elle paraissait bien plus mature que ses 14 ans, et je ne pouvais m'empêcher d'être fier d'elle. J'ai ensuite réveillé Gina et, aussi difficile que cela fut, je lui ai doucement appris la nouvelle. Quand j'ai dit à Gina que son père était décédé, elle a éclaté en sanglots et je l'ai tenue dans mes bras pendant plusieurs minutes, la laissant pleurer jusqu'à ce qu'elle se calme un peu. Puis je lui ai rappelé que sa mère avait besoin de nous.
Avec l'aide de Cathy, Gina s'est habillée et nous étions bientôt en route pour l'hôpital. La scène à notre arrivée était absolument déchirante. René et Gina se sont accrochés l'une à l'autre dans une étreinte sanglotante, toutes deux consumées par le chagrin. Cathy, debout à mes côtés, pleurait aussi, serrant fermement mon bras, elle aussi comprenait la douleur de perdre un parent. Après un certain temps, j'ai laissé Cathy avec René et Gina et je suis allé parler aux administrateurs de l'hôpital. Je les ai informés que nous ferions contacter une entreprise de pompes funèbres dès que nous aurions pris une décision. Une fois cela fait, je suis retourné pour guider doucement René et sa fille jusqu'à la voiture et les ai ramenés à la maison. Chez elle, je les ai installés dans le salon et j'ai demandé à René quels appels téléphoniques devaient être faits. Elle m'a donné une liste qui incluait ses parents et le frère de James. Comme moi, les parents de James étaient déjà décédés, laissant son frère comme son seul parent proche. J'ai aussi appelé Case et Shelly, qui étaient les avocats de la famille de James et René. Sans hésitation, ils ont tout laissé tomber et sont venus immédiatement. Shelly est restée avec René pour la réconforter pendant que je m'occupais des appels, y compris l'organisation avec une entreprise de pompes funèbres pour prendre en charge la dépouille de James. Le poids émotionnel de sa perte et le manque de sommeil ont finalement rattrapé René et, avec l'aide de Shelly, elle a été mise au lit pour se reposer. Après cela, Shelly et moi avons eu une brève conversation. Elle m'a assuré qu'elle s'occuperait des affaires de succession de James pro bono et a mentionné qu'elle avait déjà une copie de son testament. Elle m'a également informé que James avait acheté 2 concessions funéraires, dont l'une serait désormais utilisée pour lui. J'ai remercié Case et Shelly pour leur soutien et, une fois qu'ils sont partis, j'ai porté mon attention sur la préparation du déjeuner pour les filles. Le reste de la journée fut sombre et calme, interrompu seulement par des accès de larmes de la part de Gina et de Cathy. À l'heure du dîner, l'épuisement émotionnel avait fait des ravages sur elles, et elles sont toutes les deux allées se coucher tôt, partageant de nouveau le même lit. Je suis resté dans la chambre d'amis. Cette nuit-là, verrouillant la maison avant de me coucher moi-même. J'étais tellement épuisé que j'ai réussi à dormir toute la nuit. Le lendemain matin, je me suis réveillé vers 6 heures. En sortant de la chambre d'amis, l'odeur du café frais m'a accueilli. Je l'ai suivi jusqu'à la cuisine et j'ai trouvé René assise à la table, fixant sa tasse d'un air absent. Elle sursauta légèrement en me voyant. « Steve, je ne savais pas que tu étais encore là. » « Eh bien, dis-je doucement, Gina voulait que Cathy reste avec elle hier soir, alors je suis resté dans la chambre d'amis, juste au cas où. » Je n'ai pas précisé ce que signifiait ce « juste au cas où », mais René a compris. Je me suis assis en face d'elle et l'ai informé des arrangements que j'avais pris avec le salon funéraire, ajoutant que j'irais chercher ses parents à l'aéroport plus tard dans la journée. Elle m'a remercié silencieusement, sa gratitude évidente même dans son épuisement. Quand les filles nous ont finalement rejoints, j'ai dit à René de s'asseoir et de se reposer pendant que je préparais le petit déjeuner pour tout le monde. Après avoir rangé la cuisine, il était temps de partir pour l'aéroport. Je suis arrivé assez tôt pour attendre dans le hall des arrivées, balayant la foule du regard jusqu'à ce que j'aperçoive les parents de René. Je n'ai eu aucun mal à les reconnaître, ayant déjà vu leurs photos chez René. Monsieur et Madame Henley, je suis Steve Connor, le patron de René, dis-je en leur tendant la main. Ravi de vous rencontrer, Steve, a répondu son père en me serrant la main. Appelez-moi Dan, s'il vous plaît, et voici ma femme Victoria. J'ai l'impression de vous connaître déjà, notre fille parle souvent de vous en bien quand nous discutons. Elle vous estime beaucoup. Le sentiment est mutuel, répondis-je. Je ne pourrais pas accomplir ce que je fais sans son aide. Elle et James ont été de chers amis pour moi. J'aurais juste préféré que nous nous rencontrions dans de meilleures circonstances. Victoria me serra chaleureusement dans ses bras, sa nature bienveillante étant immédiatement apparente. Je les ai tout de suite appréciés tous les deux. Après avoir récupéré leurs bagages, je les ai conduits chez René. Les retrouvailles furent douces amères, remplies d'embrassades et de nouvelles larmes. Cathy et moi sommes restés déjeuner avant de laisser la famille un peu d'intimité et de rentrer à la maison. Les funérailles de James eurent lieu ce vendredi-là. Son frère y assista, ainsi que de nombreux amis et connaissances de James. Il était très apprécié pour sa nature facile à vivre et son sens de l'humour aiguisé. J'ai également été touché de voir de nombreux sous-traitants avec qui j'avais travaillé au fil des ans et qui avaient appris à connaître René, venir rendre hommage. Les parents de René restèrent 2 jours de plus. Le dimanche, ils nous ont invités, Cathy et moi, à déjeuner. Après le repas, les adultes se sont assis dans le salon pendant que Cathy et Gina se retiraient dans leur chambre.
Nous avons discuté de sujets anodins pendant un moment jusqu'à ce que Victoria aborde doucement la question qui était dans tous les esprits. « Ma chérie, sais-tu quels sont tes projets maintenant » demanda-t-elle à sa fille. « Tu sais que nous aimerions beaucoup que toi et Gina reveniez à la maison. » René sourit faiblement. « Je sais, maman. Toi et papa avez toujours été là pour me soutenir, et je vous aime pour ça. Mais tout cela a été si soudain. Gina et moi avons besoin de temps pour y voir plus clair. » Victoria hocha la tête, ses yeux remplis de compréhension. « Bien sûr, ma chérie. Prends tout le temps dont tu as besoin. » René me jeta un coup d'œil, son expression s'adoucissant. « Dès que nous aurons décidé, je te ferai signe. » Je n'avais pas envisagé la possibilité que René déménage, et cette réalisation soudaine me laissa un sentiment de vide au creux de l'estomac. Pourtant, en tant qu'ami, je savais que je devais soutenir quelle que soit sa décision. Je suis resté jusqu'à un peu après 17 heures, et avant de partir, j'ai pris René à part. « Je sais que tu as besoin de temps pour faire ton deuil et réfléchir à ta vie maintenant, » dis-je. « Prends tout le temps dont tu as besoin. Ne t'inquiète pas pour le travail. Si tu décides de retourner vivre chez tes parents, je veux que tu saches que je soutiendrai ta décision. Tu dois faire ce qui est le mieux pour toi et Gina. En attendant, si tu as besoin de quoi que ce soit, appelle-moi. Je serai toujours là pour toi. » René eut les larmes aux yeux et me serra chaleureusement dans ses bras. « Merci, Steve. Je ne pense pas que j'y serais arrivé sans toi. » Alors que Cathy et moi nous dirigions vers la voiture, le père de René nous a suivis. Une fois Cathy attachée, il me tendit la main. « Steve, René m'a raconté tout ce que tu as fait pour elle et Gina à travers tout cela. Je veux que tu saches à quel point Victoria et moi l'apprécions. J. Frémit à l'idée de combien cela aurait été pire sans ton soutien. Je lui serrai fermement la main. Dan, c'est la moindre des choses. René, James et Gina ont été là pour Cathy et moi quand ma femme nous a quittés. C'est leur amour et leur soutien qui ont aidé ma fille à sortir de sa dépression. Tant que René et Gina sont ici, vous pouvez compter sur moi pour veiller sur elle du mieux que je peux. » Au cours des 2 semaines suivantes, Cathy et moi passions fréquemment voir comment allaient René et Gina. René n'a jamais mentionné si elle avait décidé quoi faire de son avenir, et je n'ai pas insisté. Je voulais lui donner le temps et l'espace dont elle avait besoin. Elle passa la première semaine après les funérailles à la maison avec ses parents, mais elle retourna travailler au début de la 2e semaine. C'est le lundi, 2 semaines après les funérailles de James, que j'ai vu sa voiture garée devant le bureau. Quand je suis entré, elle était assise à son bureau. Je me suis tenu dans l'embrasure de la porte, la regardant silencieusement, attendant qu'elle parle. « Eh bien, patron, » dit-elle en levant les yeux avec un petit sourire, « allez-vous me montrer tout ce que vous avez gâché ces 2 dernières semaines pour que je puisse arranger ça ?»« Cela signifie oui, » interrompit-elle. « Cela signifie que nous restons. C'est la maison de Gina, tous ses amis sont ici, et je pense que l'éloigner ne ferait que rendre les choses plus difficiles pour elle. De plus, nous savons tous les deux que vous avez besoin de moi pour faire tourner cette entreprise. » Elle souriait plus vivement maintenant, taquine avec sa dernière phrase. Je poussai un soupir que je n'avais pas réalisé retenir et souris. « Tu sais vraiment comment amadouer ton patron avec ça ?» Je l'ai mis au courant de ce qui s'était passé au cours des 2 dernières semaines. Après, elle me fit sortir du bureau en me disant d'aller vérifier les sous-traitants. Je ne pense pas que le sourire ait quitté mon visage de toute la journée. Au cours de l'année suivante, nos familles sont devenues encore plus proches. L'amitié entre Cathy et Gina a fait en sorte que nous passions presque tous les week-ends ensemble. René et moi assistions à leurs activités scolaires et événements sportifs en duo. Et quand les filles n'étaient pas occupées, elles passaient souvent du temps chez moi. Je m'assurais toujours que René vienne aussi. Je ne voulais pas qu'elle reste seule à la maison, se sentant seule ou déprimée. Notre amitié s'est approfondie au point qu'il n'y avait rien dont nous ne pouvions parler. René est devenue une mère de substitution pour Cathy, quelqu'un à qui elle pouvait se confier sur des sujets qu'une jeune adolescente pourrait être trop gênée de partager avec son père. À mon tour, je suis devenu une figure paternelle pour Gina. Bien sûr, quand il s'agissait de discipline, les 2 filles me tenaient au bout de leurs petits doigts, elles le savaient aussi. Il fallait généralement que René intervienne si les choses devenaient trop incontrôlables. Heureusement, les 2 filles étaient bien élevées et nous avions rarement à leur refuser quoi que ce soit. C'était un samedi, un peu plus d'1 an après le décès de James. J'étais allé sur l'un de mes chantiers pour régler un petit problème et j'étais rentré chez moi pour trouver la voiture de René dans l'allée.
nous avions prévu un barbecue et une journée de détente au bord de la piscine. Quand je suis entré dans la maison, j'ai entendu les filles rire et glousser dehors, me disant que je les rejoindrais bientôt. J'ai pris mon maillot de bain dans la buanderie où je l'avais laissé sécher. Normalement, je me serais changé dans ma chambre, mais comme la salle de bain du rez-de-chaussée était plus proche, j'ai décidé de l'utiliser à la place. Mon maillot à la main, j'ai ouvert la porte de la salle de bain et me suis figé. Devant moi se tenait Renée. Elle cherchait son haut de bikini et ne portait rien d'autre qu'une minuscule culotte. Pendant un instant, je n'ai pas pu détourner le regard. Bien sûr, je l'avais déjà vue en bikini, mais jamais comme ça. Son corps était magnifique et l'intimité du moment m'a complètement pris au dépourvu. « Steve !» s'exclama-t-elle, me tirant de ma torpeur. Elle attrapa rapidement le haut de son bikini pour se couvrir, ses joues s'empourprant d'un rouge profond. « Je suis tellement désolé !» bégayai-je en reculant hors de la salle de bain et en refermant la porte derrière moi. Mon cœur battait la chamade et je sentis mon propre visage s'échauffer à mesure que la réalisation de ce qui venait de se passer s'imposait. Son corps était parfait. Je sais que je n'étais resté là que quelques secondes, mais cela m'avait semblé beaucoup plus long. Renée haleta et croisa instinctivement les bras sur sa poitrine. « Oh mon Dieu, je suis tellement désolé !» bégayai-je, la voix tremblante d'embarras. Je me suis rapidement retourné et j'ai refermé la porte derrière moi, me repliant dans le salon. Mon cœur battait la chamade et j'étais complètement décontenancé. L'idée que j'avais peut-être ruiné notre amitié, ou pire, qu'elle me déteste, ne cessait de me traverser l'esprit. 10 minutes plus tard, Renée sortit, portant maintenant son bikini. Elle n'avait pas l'air en colère, mais je savais qu'elle pouvait voir la honte écrite sur tout mon visage. « Renée, je suis tellement désolé », dis-je précipitamment. « J'ai entendu les filles près de la piscine et j'ai cru que tu étais là aussi. Je jure que je n'avais pas l'intention de te surprendre. » Elle se tenait devant moi, essayant d'avoir l'air contrariée, mais sa tentative ne dura pas longtemps. En quelques secondes, elle éclata de rire. « Steve, » dit-elle en s'approchant et en me tapotant la joue, « je sais que tu ne ferais jamais une chose pareille exprès. Ce n'est rien, ne t'inquiète pas. Maintenant, va te changer et mets le poulet sur le grill. J'ai faim. » Sur ce, elle se tourna et se dirigea vers la piscine, me laissant là, la bouche légèrement ouverte. Je poussai un profond soupir de soulagement. Elle n'était pas fâchée contre moi. Bien sûr, je me suis empressé de faire ce qu'elle avait demandé. Dehors, Renée sirotait du vin tandis que les filles barbotaient et riaient dans la piscine. J'ai fait griller le poulet, essayant de garder les yeux sur la nourriture et non sur elle. Pourtant, l'image d'elle debout dans la salle de bain ne cessait de me revenir à l'esprit. Après avoir mangé, nous nous sommes prélassés dans des transats, profitant du soleil de fin d'après-midi. À ce moment-là, nous discutions à nouveau comme si rien ne s'était passé. Le seul autre moment notable survint pendant une accalmie dans la conversation, lorsque Renée me lança un sourire en coin. Je sentis mon visage rougir et je savais qu'elle l'avait remarqué. Le soleil se couchait quand elles sont parties. Gina avait invité Cathy à passer la nuit, alors elle est rentrée avec elle. Alors que les filles se dirigeaient vers la voiture, Renée s'approcha et me donna un rapide baiser sur la joue, accompagné d'un autre sourire espiègle. J'ai poussé un soupir de soulagement quand elles sont parties. Au moins, ma gaffe n'avait pas ruiné notre amitié. Cette nuit-là, je suis allé dans mon bureau à domicile pour examiner quelques documents avant d'aller me coucher, mais une fois allongé dans l'obscurité, mon esprit est revenu sur les événements de la journée. Je ne pouvais pas m'empêcher d'imaginer Renée debout là, pratiquement nue. Cette image a éveillé des émotions que je n'avais pas ressenties depuis longtemps. À ma surprise, je me suis rendu compte que j'étais excité. C'était la première fois que j'avais une érection depuis que ma femme m'avait quitté. Avant cela, j'avais toujours eu une libido élevée, j'avais souvent pensé que c'était excessif, voire anormal. Mais depuis le départ de ma femme, je n'avais ressenti aucun désir. Maintenant, j'étais là, allongé dans mon lit, submergé par des sentiments que je n'avais pas connus depuis des années. Le lendemain, quand je suis allé chercher Cathy, j'étais mal à l'aise. J'avais peur que Renée voie quelque chose dans mes yeux, quelque chose qui trahirait ce qui m'avait traversé l'esprit la nuit précédente. Avec le recul, je suis sûr qu'elle a juste pensé que j'étais encore gêné de l'avoir surprise. La semaine suivante fut déroutante pour moi. Chaque fois que j'étais au bureau, je me surprenais à jeter des coups d'œil à Renée. Pendant les 2 dernières années, je n'avais pas eu l'envie d'être avec une femme ou même de passer du temps avec des femmes,
mais maintenant je la remarquais d'une manière que je n'avais jamais connue auparavant. Cela me mettait mal à l'aise, alors je passais plus de temps sur les chantiers de construction, évitant le bureau autant que possible. Ce samedi-là, deux choses importantes se produisaient. Premièrement, René et moi déposions les filles à un camp sportif de 2 semaines avec hébergement. Deuxièmement, ce soir-là, l'association locale des constructeurs organisait sa soirée de gala annuelle de remise des prix dans une salle de bal d'hôtel. L'événement comprenait un dîner, des remises de prix et une soirée dansante, et René avait accepté de m'accompagner. Nous avons déposé les filles au camp ce matin-là. Elles étaient si excitées qu'elles ont à peine pensé à nous dire au revoir, ce qui nous a fait rire, René et moi, sur le chemin du retour vers sa maison. Je lui ai dit que je viendrais la chercher à 18 h, puis je suis rentré chez moi. J'ai passé le reste de la journée à jardiner, essayant de garder mon esprit occupé et loin des pensées que je n'étais pas prêt à affronter. À 18 h pile, je frappai à la porte de René. Quand elle ouvrit, ma mâchoire tomba. Elle portait une petite robe noire, sexy mais de bon goût, assortie d'un collier de perles, de talons noirs et de bas. Elle était magnifique. Mon Dieu, tu es magnifique, bégayai-je, incapable de me retenir. René souricha. Heureusement. Oh, merci, aimable monsieur, dit-elle avec un hochement de tête enjoué. Malgré la tentation de la fixer, je gardai les yeux sur la route en nous conduisant à l'événement. Notre conversation fut légère et facile, comme toujours entre amis proches. Dans la salle de bal, nous nous sommes assis à une table avec 3 autres constructeurs et leurs épouses. La conversation tournait principalement autour du travail, car nous étions tous des constructeurs spéculateurs. Le dîner, avec un choix de poisson ou de poulet, s'est avéré étonnamment bon, une rareté pour ce genre d'événement. Ensuite, l'attention s'est portée sur la scène alors que les remises de prix commençaient. Quand le prix pour la qualité des produits fut annoncé et que mon nom fut appelé, René sauta de son siège avec enthousiasme et applaudit avec ferveur. J'ai fait un bref discours de remerciement, je tiens à remercier l'association pour cette reconnaissance, mais surtout, je tiens à remercier René. Ce prix est autant le sien que le mien, sans tous ses efforts pour me maintenir organisé et concentré, je ne serais pas là aujourd'hui. Alors que je retournais à la table, René, les larmes aux yeux, me serra fort dans ses bras, puis me surprit avec un baiser sur les lèvres. Ce n'était pas un baiser intime, mais c'était la première fois que nous nous embrassions ailleurs que sur la joue. Une poussée d'adrénaline me traversa, me laissant un instant stupéfait. Après la remise des prix, la piste de danse fut dégagée pour la musique. J'ai reçu les félicitations de nombreux de mes pairs, puis je me suis tourné vers René, lui demandant si elle voulait danser. Elle sourit et accepta mon invitation. La première chanson était entraînante. Je ne suis pas un grand danseur, mais je ne pouvais pas la quitter des yeux, elle se déplaçait avec une grâce si naturelle, c'était comme de la poésie en mouvement. Quand la chanson suivante s'avéra être une lente, j'ai instinctivement commencé à la ramener vers la table, mais elle a glissé doucement dans mes bras et a placé ses mains autour de mon cou. J'ai hésité un instant, mais je n'ai pas résisté, posant mes mains légèrement sur sa taille. Je me suis joint à elle pour danser au rythme de la musique. Cela faisait plus de 2 ans que je n'avais pas tenu une femme comme ça, et la proximité a éveillé quelque chose en moi. J'ai ressenti une réaction physique indéniable, que j'ai essayé de réprimer en reculant légèrement, mais René ne m'a pas laissé faire. Je ne pouvais qu'espérer qu'elle ne remarquait pas l'effet qu'elle avait sur moi. Quand la chanson s'est terminée, je l'ai laissé me guider vers la table, espérant que personne ne remarquerait la tension que je ressentais. René termina son verre de vin et se tourna vers moi avec un sourire chaleureux. « Steve, dit-elle, je pense que la façon idéale de terminer cette soirée serait de retourner chez toi pour un bain-d'eau. » Le jacuzzi. Je ne voulais pas que la nuit se termine non plus, alors j'ai rapidement accepté. Sur le chemin du retour, nous avons parlé de la récompense et de la façon dont elle pourrait avoir un impact positif sur l'entreprise. La conversation était légère et naturelle, comme toujours. Quand j'ai construit ma maison, je l'ai équipée de la dernière technologie à distance, ce qui me permettait de contrôler le chauffage, la climatisation et l'éclairage depuis mon téléphone. Je l'ai aussi utilisé pour allumer le jacuzzi, donc quand nous sommes arrivés, il était déjà chaud et prêt. Comme René et Gina passaient souvent du temps à ma piscine quand il faisait beau, elle gardait des maillots de bain chez moi. J'ai récupéré son maillot et le lui ai tendu avant d'aller à la buanderie pour me changer. J'ai pris une bouteille de vin et 2 verres et me suis dirigé vers le jacuzzi. Déjà assis sous les bulles, je l'ai attendu. Quand elle est sortie en bikini, sa vue m'a coupé le souffle.
J'étais reconnaissant d'être déjà immergé car ma réaction fut immédiate et difficile à cacher. Elle s'est glissée dans l'eau avec grâce, prenant le verre de vin que je lui tendais. Pendant les 10 premières minutes, aucun de nous n'a parlé, nous nous contentions de nous prélasser dans l'eau chaude et la tranquillité de la nuit. Finalement, René a rompu le silence. « Steve, ça fait plus de 2 ans que Rhonda t'a quitté. As-tu pensé à avoir une autre femme dans ta vie ?» Sa question m'a pris au dépourvu et j'ai senti mes joues rougir. J'espérais que la faible lumière le cacherait. Je n'allais pas lui mentir. La vérité, dis-je avec hésitation, c'est que jusqu'à très récemment, je n'y avais même pas pensé. Je suppose que j'étais assez marqué par tout ce qui s'était passé. Elle a légèrement incliné la tête, jusqu'à récemment. Quelque chose a-t-il changé? J'ai balbutié, cherchant mes mots, eh bien, Elle a posé son verre et je l'ai vu tendre la main derrière son dos. Avant que je puisse comprendre ce qui se passait, son eau de bikini a flotté à la surface de l'eau. Ma mâchoire est tombée alors qu'elle se soulevait légèrement, sa peau nue scintillant au clair de lune. Est-ce que ça te plaît de me voir comme ça, a-t-elle demandé doucement, sa voix stable malgré la vulnérabilité du moment. Oh, mon Dieu, René, ai-je gémi, ressentant un mélange écrasant d'émotions. Elle s'est glissée plus près dans l'eau, ses jambes s'écartant tandis qu'elle enjambait mes genoux, ses bras s'enroulant autour de mon cou. Steve, quand James est mort, je ne pensais pas que j'aurais à nouveau des sentiments pour quelqu'un, a-t-elle commencé, sa voix tremblant légèrement. Mais avant qu'il ne parte, nous avions parlé de ce que nous voudrions l'un pour l'autre si l'un de nous ne s'en sortait pas. Nous avions convenu que nous ne voudrions pas que l'autre passe sa vie dans le chagrin. J'aimerais toujours James, mais j'ai réalisé qu'il y a de la place dans mon cœur pour quelqu'un d'autre. Nous sommes restés là, ces mots flottant entre nous alors que nos yeux se rencontraient. Dis quelque chose, a-t-elle murmuré. Est-ce que je me ridiculise? Non, ai-je dit, rompant finalement le silence. Tu ne te ridiculises pas. Je me bats contre mes sentiments pour toi, craignant de perdre ton amitié si je te les révélais. Un doux sourire s'est répandu sur son visage et nous nous sommes penchés l'un vers l'autre, nous retrouvant enfermés dans un baiser profond et passionné. Cette nuit-là, nous avons franchi une ligne que ni l'un ni l'autre n'avions osé approcher auparavant. Ce fut une nuit remplie d'émotions brutes et d'intimité. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec René niché dans mes bras. Elle m'a souri, ses yeux emplis de chaleur. « Bonjour, ma belle », ai-je dit doucement. « Bonjour, étalon. Es-tu toujours aussi dur » a-t-elle répondu avec un rire espiègle, sa main effleurant légèrement ma poitrine. Je lui ai souri. « Que puis-je dire ? J'ai toujours eu une très forte libido, et tu ne fais que la décupler. » Avec un sourire malicieux, elle m'a roulé sur le dos et m'a enjambé. Pendant bien 10 minutes, elle a maintenu un rythme lent et taquin, ses mouvements délibérés et contrôlés. Puis, avec un cri de joie, elle a accéléré son rythme, sa passion la submergeant. J'ai enroulé mes bras autour d'elle, lui caressant le dos tandis qu'elle ronronnait de plaisir. Finalement, essoufflée et satisfaite, elle s'est penchée et a murmuré « Je meurs de faim ». En riant, nous sommes sortis du lit et avons rapidement pris une douche. Mais avant d'aller à la cuisine, j'ai préparé quelques omelettes d'Enver et n'ai pu m'empêcher de sourire en la regardant manger avec appétit. Après avoir rangé la cuisine, nous avons pris notre café sur la terrasse arrière. Pendant un moment, nous sommes restés assis en silence, appréciant la sérénité et la compagnie l'un de l'autre. De nulle part, elle a demandé « Étais-tu sérieux, Steve ?» Je me suis tourné vers elle, un peu confus. « Si j'étais sérieux à propos de quoi, chérie ?»« Que mon cœur t'appartient » a-t-elle dit doucement, ses joues rougissant légèrement. « René » ai-je commencé en prenant sa main dans la mienne, nous nous connaissons depuis 7 ans maintenant. Pendant les 5 premières années, tu as été mon bras droit, la personne sur qui je comptais le plus. Il y a 2 ans, tu es devenu bien plus quand tu nous as pris, Cathy et moi, sous ton aile et nous as aidés à traverser l'une des périodes les plus difficiles de nos vies. Et au cours de la dernière année, tu es devenue ma plus chère et plus proche amie. Mais maintenant, je ne peux plus le nier. Je ne t'aime pas seulement comme une amie, je suis éperdument amoureux de toi. Alors oui, la réponse à ta question est oui. Je veux que tu m'appartiennes, mais plus que ça, je veux tout de toi, ton cœur, ton âme, et je veux t'appartenir aussi. Quand j'ai eu fini, des larmes ont commencé à couler sur son visage. Un instant, j'ai cru avoir fait une erreur en lui disant la vérité. Mais ensuite, elle a sauté sur mes genoux et m'a embrassé avec une passion débridée. « Je t'aime aussi, mon chéri » a-t-elle dit.
Je veux que nous nous appartenions l'un l'autre, et je te promets que je suis tout à toi. Nous avons passé le reste de ce dimanche à faire l'amour, chaque fois et partout où le moment nous semblait propice. Le lundi matin, nous nous sommes réveillés ensemble, avons pris une douche ensemble et sommes allés chez elle chercher des vêtements propres avant de nous rendre au bureau. Pendant qu'elle préparait le café, j'ai examiné des documents. Je l'ai embrassée avant de partir vérifier les 3 maisons que nous avions en construction. À l'heure du déjeuner, j'ai pris des plats chinois à emporter et les ai ramenés au bureau pour que nous puissions manger ensemble. Après, nous avons parlé de l'avancement des projets. Ce soir-là, nous sommes allés chez René pour qu'elle puisse faire sa valise. Sans même en discuter, nous savions tous les deux qu'elle resterait chez moi pendant les 2 semaines suivantes, pendant que les filles seraient au camp. Ces 2 semaines ont été remplies d'amour et de passion, même si nous avons réussi à rester professionnels au travail, enfin, la plupart du temps. Il y a eu un moment particulièrement agréable où elle s'est penchée sur mon bureau pour m'aider avec des documents et, disons simplement que j'ai apprécié la vue. Le vendredi, la veille de récupérer les filles, nous savions que nous devions avoir une conversation sérieuse sur notre avenir. Nous nous sommes mis d'accord sur 2 choses importantes. Premièrement, nous ne voulions pas vivre séparément et Renée serait heureuse d'emménager chez moi. Mais plus important encore, nous devions parler aux filles, leurs sentiments étaient les plus importants. Nous avons décidé qu'après avoir récupéré les filles, je déposerais Renée et Gina chez elles, et Cathy et moi retournerions chez nous. Nous aurions chacune des conversations privées avec nos filles pour discuter de l'idée. Si l'une des filles s'y opposait, nous n'emménagerions pas ensemble, au lieu de cela, nous continuerions notre relation telle qu'elle jusqu'à ce que les filles se sentent prêtes ou jusqu'à ce qu'elles terminent le lycée et partent à l'université. Une fois Cathy et moi rentrés à la maison, j'ai préparé notre déjeuner pendant qu'elle me racontait avec enthousiasme tout le plaisir qu'elle et Gina avaient eu au camp. Il était clair qu'elles avaient toutes les deux créé de nombreux excellents souvenirs. 1 heure après avoir fini de manger, Cathy s'est finalement calmée et j'ai décidé que c'était le bon moment pour parler. Cathy, ai-je commencé, au cours de la dernière année, nous avons passé beaucoup de passer du temps avec René et Gina, on a l'impression d'être devenue une famille. Cathy hocha la tête avec enthousiasme. Oui, c'est vrai, acquiesça-t-elle. Eh bien, continuai-je, pendant que vous étiez au camp, les filles, René et moi avons eu beaucoup de temps pour parler. Nous nous sommes dit que c'était peut-être le moment de rendre ce sentiment officiel. Qu'est-ce que ça veut dire, papa, demanda-t-elle, inclinant curieusement la tête. Ça veut dire que j'aimerais que René et Gina viennent vivre avec nous, et quand le moment sera venu, je veux faire de René ma femme. Mais nous ne le ferons que si toi et Gina êtes d'accord. Vos sentiments sont ceux qui comptent le plus. Cathy se précipita pour m'embrasser le cou très fort. Oh papa, je pense que ce serait merveilleux. G sera vraiment ma sœur alors, et j'aime déjà René comme une mère. Il faut que j'appelle G. Attends 1 minute, dis-je doucement, l'arrêtant. René va d'abord en parler à G. Elle pourrait ne pas ressentir la même chose que toi, et je pense qu'il est préférable d'attendre de savoir ce qu'elle en pense, d'accord? Cathy marqua une pause, digérant clairement ce que j'avais dit, puis, avec un sourire entendu et un haussement d'épaule, elle répondit, d'accord papa, j'attendrai. L'attente ne fut pas longue. Moins de 20 minutes plus tard, le téléphone de la maison sonna et l'identifiant afficha le nom de René. Je répondis rapidement, mais tout ce qu'elle dit, c'est que j'ai voulu parler à Cathy. Elle ne me donna aucun autre détail, ce qui me rendit un peu nerveux. Je tendis le téléphone à ma fille et elle courut dans sa chambre pour avoir de l'intimité. Je m'étais préparé à une longue attente, les adolescents pouvaient passer des heures au téléphone mais cet appel me semblait interminable. Après 1 heure, je devenais de plus en plus anxieux. Soudain, Cathy sortit en trombe de sa chambre et courut directement vers la porte d'entrée. J'entendis à peine ce qui ressemblait à des cris de joie avant même d'atteindre la porte pour enquêter. Cathy revint en courant, cette fois avec G à ses côtés. Les 2 adolescentes déboulèrent dans la pièce, pleines d'énergie, et je fus rapidement submergé par les câlins des 2. Je levai les yeux et vis René debout dans l'encadrement de la porte, souriant chaleureusement et portant 2 valises. Aussi vite que les filles m'avaient serré dans leurs bras, elles se détachèrent, prirent les valises des mains de René et disparurent à l'étage. Je restai là, complètement sidéré, la bouche ouverte. René s'approcha de moi et m'embrassa passionnément. Je gémis doucement et lui rendis son baiser. Je suppose que tout s'est passé aussi bien que nous pouvions l'espérer, demandai-je quand nous reprenions enfin notre souffle. René rit. Apparemment, nos filles avaient déjà parlé de cela et attendaient que nous réalisions que nous le voulions aussi. Ce soir-là,
nous sommes allés dîner pour célébrer l'union officielle de nos familles. Le dimanche, nous avons passé la journée à faire plusieurs allers-retours chez René pour apporter le reste de leurs affaires dans leur nouvelle maison. René et moi avons discuté de ce qu'il fallait faire de sa maison et avons décidé de la vendre. Le marché immobilier était florissant et elle en a obtenu un excellent prix. Elle a proposé de mettre l'argent sur un compte commun, mais j'ai suggéré une meilleure idée, nous avons ouvert un compte d'épargne pour G, qu'elle utiliserait pour l'université. Je savais que James aurait voulu cela. Il aurait été fier de savoir qu'il pourvoyait toujours à l'éducation de sa fille. La vie durant l'année suivante fut merveilleuse, même si je vivais désormais dans une maison où j'étais en infériorité numérique de 3 femmes contre un homme, qui semblait toujours obtenir ce qu'elle voulait. Non pas que cela me dérangeait, j'étais heureux de les rendre heureuses, et dans les rares occasions où je prenais une décision ferme, elles respectaient ma décision. Ma relation avec René s'est également approfondie. Ma libido, revenue en pleine force, me laissait rarement capable de garder mes mains loin d'elle. De son côté, René aimait être ma femme et faisait tout ce qu'elle pouvait pour me satisfaire. Du côté professionnel, la récompense que j'avais reçue m'a apporté de nombreux nouveaux clients et ma charge de travail a considérablement augmenté. Parfois, j'avais jusqu'à 10 maisons en construction pour répondre à la demande. René a commencé à travailler sur le terrain et nous avons embauché quelqu'un de nouveau pour gérer les tâches de bureau. J'ai laissé la décision d'embauche à René, elle était la plus qualifiée pour savoir ce que le rôle exigeait. René et moi nous sommes mariés le printemps suivant. Le mariage fut une petite réunion informelle avec seulement un groupe restreint d'amis proches. Shelly était la demoiselle d'honneur de René et Case était mon témoin. Pour notre lune de miel, j'ai emmené René aux Fidji pendant une semaine. Bien que nous ayons réussi à nous arracher de la chambre pour visiter les lieux, le voyage fut une expérience de rapprochement inoubliable pour nous deux. Peu après l'emménagement de René et Gina, Cathy commença à appeler René « maman ». Je n'aurais pas pu être plus heureux de voir à quel point elle s'était bien liée. Quant à Gina, ce n'est qu'après son 17e anniversaire qu'elle m'a appelé « papa » pour la première fois. Je ne me souviens même plus de ce qu'elle voulait, mais je me souviens très bien du moment où je lui ai dit « d'accord », et elle m'a embrassé sur la joue en disant « merci papa ». Ce simple geste m'a mis les larmes aux yeux. Quand j'ai regardé René, j'ai vu ses yeux pétiller de bonheur aussi. Dans mon cœur, Cathy et Gina étaient toutes deux mes filles, et je les aimais également. Aussi émouvant que fut ce moment, il fut surpassé quelques semaines plus tard. René était sorti faire des courses et j'étais à la maison avec les filles. Elles entrèrent ensemble dans la pièce, l'air sérieux. Je pouvais dire que quelque chose les préoccupait. « Papa » commença Cathy, son ton hésitant. « Je suis ta fille et tu m'aimes, n'est-ce pas » ? « Bien sûr que oui » répondis-je, confus. « De quoi s'agit-il » Cathy jeta un coup d'œil à Gina, qui hocha légèrement la tête, l'encourageant à continuer. « Eh bien, dit Cathy, il y a quelque chose dont nous voulons te parler. »« Oui, ma chérie, répondis-je, bien que je commençais à me demander dans quoi j'étais entraîné. »« Eh bien, je pense que tu aimes Gina comme tu m'aimes, n'est-ce pas » continua Cathy. Je regardai Gina, qui était assise nerveusement, me fixant avec intensité. « Vous savez toutes les deux que je vous aime également, répondis-je, ma voix ferme mais curieuse. »« Alors, comment se fait-il que tu ne l'aies pas adoptée pour qu'elle soit vraiment ta fille et que j'ai vraiment une sœur » demanda Cathy, ces mots me frappant comme un coup de foudre. Dire que j'étais sidéré serait un euphémisme. Je me tournai vers Gina, dont les yeux étaient grands ouverts d'anticipation, ses mains nerveusement jointes sur ses genoux. « Ma chérie, commençai-je doucement, il n'y a rien au monde que je désirerais plus que de faire de toi ma fille légale. Voudrais-tu que je t'adopte » Les larmes commencèrent immédiatement à couler sur son visage et son menton trembla tandis qu'elle chuchotait « Oui, papa, vraiment. » À ce moment-là, mes propres larmes commencèrent à couler. J'ouvris les bras et elle s'y jeta, me serrant fort. Je la serrai contre moi, submergé par la profondeur de l'émotion qui me traversait. Juste à ce moment-là, René rentra à la maison, les bras chargés de sacs de course. Elle s'arrêta net en voyant Gina assise sur mes genoux, nous pleurons tous les deux. L'inquiétude traversa son visage alors qu'elle posait ses sacs. Avant que René ne puisse demander ce qui se passait, Cathy se précipita vers elle et commença à lui chuchoter à l'oreille. L'expression de René passa de la confusion à la compréhension, et elle vint rapidement vers nous. En un instant, elle nous serrait tous les deux dans ses bras, des larmes de joie coulant sur ses joues. Je levai les yeux et vis Cathy debout à proximité, ses propres larmes tombant silencieusement.
Je lui tendis la main et elle nous rejoignit, complétant le cercle de notre famille. À ce moment-là, notre lien familial devint incassable. Des cendres de deux tragédies, de la douleur et de la perte qui avaient marqué nos vies séparées, avait surgi quelque chose de beau, un renouveau d'amour, d'espoir et un avenir partagé. La vie était belle.